On va rapidement se représenter, comme ça on va commencer comme ça. C'est pas plus mal. Comme José vient de le dire, ce soir on est avec vous. Souvent pour ces conférences, pour les habitués, c'est des chercheurs que vous accueillez, des experts en quelque chose, en un domaine de recherche. Nous, on est des médiateurs. Donc on n'est pas des chercheurs, mais du tout. Voilà, pas des chercheurs. Notre expertise, c'est pas forcément d'apporter un contenu scientifique. Notre expertise, c'est vraiment plutôt de savoir comment le partager, de réfléchir à quoi ça sert de le partager et de ce qu'on peut bien en faire, en vous le partageant. Milan, c'est comme ça qu'on va essayer d'organiser notre soirée de ce soir, avec quelque chose qui se fera à double niveau, avec des expériences qu'on va faire ensemble, puisque c'est quand même notre corps de métier, des moments où on va essayer de parler de science sur les expériences, parce que c'est quand même notre corps de métier aussi, et des moments où on va essayer de se poser la question, en quoi est-ce que cette expérience précise peut nous servir en tant que médiateur scientifique, en tant que personne qui essaie de parler de science, quels sont les points qui peuvent être utiles sur une expérience, en quoi elles peuvent être belles, intéressantes, utiles ou autres. Évidemment, tout le long de la conférence, n'hésitez pas à nous interrompre pour poser des questions, faire des remarques, apporter quelque chose. De toute façon, si vous ne le faites pas, nous, on le fera. On vous donnera la parole tout le temps, ça va être insupportable. Et voilà, je pense qu'on a présenté le cadre dans lequel on va avancer. Et puis, c'est parti, sauf si tu veux ajouter un truc. Alors, c'est parti. Comme première expérience, on va essayer de travailler un petit peu sur la question qu'est-ce qui se passe lorsqu'on essaie de mélanger certains objets très chauds avec des objets très froids. Ici, c'est une jolie expérience que m'a racontée ma grand-mère quand j'étais petit, qui me disait toujours « Ne mets pas de l'eau dans ta casserole pendant que tu fais frire tes frites, sinon tu vas faire un incendie dans la maison et tu vas avoir l'air d'un idiot. » Sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas de frites, on n'a pas de verre d'eau, on a de l'eau en vrac, et on n'a pas d'huile. Donc on va essayer de remplacer, d'alterner un petit peu. On va essayer de se poser la question de savoir qu'est-ce qui se passe si on essaie de mettre de l'huile, de la cire très chaude dans de l'eau froide. Des avis, à votre avis? Bonjour. Il y a quelqu'un? Personne n'a jamais mis de cire très chaude dans l'eau froide, juste pour voir, comme ça, par curiosité. Ça flotte. Un point. Un point là-bas. Mais encore, à part ça? Solidification de la cire, ok, mais encore? Okibou, ok. J'ai entendu quelque chose par là, mais c'était pas assez fort pour moi. Il y a des projections. Des projections, donc on va en mettre partout, on est d'accord, donc on va mettre des lunettes, Paul. Ça peut être intéressant. Attention, on a des lunettes qui ont la classe. Mais encore? Je vois plus rien. Ok, on a des projections, de l'okibou, on a de la cire qui se solidifie, rien d'autre? Si l'okibou, peut-être la fumée. Oui. Ok, donc de la fumée d'eau. Ok. Et on est parti. C'est parti. Alors, on va déjà commencer par récupérer un petit peu de cire. Donc on peut voir que c'est une vraie bougie de première qualité, Une totalement. vraie bougie qui est faite pour brûler, c'est de la vraie cire, tout ça, tout ça. Et on va mettre ça dans un petit tube à essai. Tu peux dire des trucs pendant que j'en mets partout, ça meublera. Non, mais je trouve ça intéressant que tout le monde regarde ça. Ce qu'on va essayer de faire dans un premier temps, on va essayer de faire chauffer la cire. Pour essayer de la faire chauffer, oui. On va utiliser un bec benzène. Traduction, on va faire chauffer la cire un petit peu au-delà de la température à laquelle elle est sur une flamme même. Généralement, quand on va mettre une bougie, qu'on va l'allumer, on a de la cire liquide qui se forme. La cire va rapidement grimper le long de la mèche, elle va se transformer en gaz, puis à nouveau en fumée, et elle va brûler. Ici, on va arriver sur quelque chose qui est potentiellement plus chaud, puisqu'on va être dans un tube à essai avec pas ou peu d'apport d'oxygène. Donc on va peut-être avoir quelque chose de différent, je ne sais pas. C'est parti? Ouais. Si tu veux. Alors, on fait chauffer la cire. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Elles fond, bien joué. Et alors, effectivement, on le voit là déjà, il n'y a plus rien dans le... Plus rien. Ça, c'est ce qu'on appelle la magie du spectacle. Le coup du « Tiens, t'as vu, on a mis vachement beaucoup de cire et finalement, il Il n'y n'y a en plus a pas rien. assez. » Hop, hop. Vas-y, je tiens. Merci. C'est là qu'on voit que moi aussi, j'en mets partout. Donc, effectivement, ça fond. On va reprendre. Hop là. Tu devrais pas rester de ce côté-là, toi.
Ceux qui sont plus près vont pouvoir commencer à vous dire que si on regarde bien le tube, on a une partie qui est totalement claire en bas et qu'on a de la fumée qui est en train de se former au-dessus. Ceux qui sont assez près, ils peuvent aussi vous dire qu'on commence à voir la cire qui bout à l'intérieur. Donc pour l'instant, j'ai ma cire qui bout, il ne se passe pas grand-chose de plus. Attention, on va essayer de plonger dans l'eau. 3, 2, 1. OK. Le seul problème que ça me pose, c'est que vous m'avez dit que ça allait faire bouillir l'eau. Vous m'avez dit que ça allait solidifier la cire. Vous m'avez dit pas mal de choses, mais en fait, là-dedans, OK, la cire s'est solidifiée. On en a un peu qui flotte à la surface. Par contre, on a un tube qui est en miettes et on a une boule de feu qui est apparue dans l'air. Qu'est-ce qui s'est passé? Sur l'éprouvette, le choc thermique. C'est-à-dire, en quoi est-ce que le choc thermique a permis de faire une boule de feu? Développer. Ça a brisé le tube. Ça a Alors brisé le effectivement, tube. le tube est... Donc, il n'a dans pas ce cas-là, survécu, c'est très net. soyons de très très mauvaise foi. Si je prends mon tube, que je mets de la cire dedans, que je le jette par terre, je casse le tube, va-t-il y avoir une boule de feu? Dans ce cas-là, il me manque des choses. Peut-être que le fait que le tube est brisé est une partie de la solution, mais il manque d'autres choses. J'ai besoin d'apports supplémentaires. Qu'est-ce qui a pu se passer d'autre dans ce cas-là? En plus. Réaction Avec l'eau. Laquelle, dans ce cas-là? Est-ce qu'il y a des chimistes? Eau plus cire égale. Rien du tout, on me propose là-bas. D'accord. Cherchez plus simple. Moi, on m'a toujours dit on ne peut pas trouver une solution quand on n'a pas essayé de trouver quel était le problème. Bilan, quel est le problème ici? Qu'est-ce qu'on a vu? Quels sont les faits? Si on essaie de décrire exactement le phénomène de point en point, qu'est-ce qui s'est passé? Toi, tu es en train de me donner à nouveau une solution à un problème que tu n'as pas défini. Dis-moi, qu'est-ce que tu as observé? Qu'est-ce qu'on a Si tu n'as pas observé? d'observation, comment est-ce que tu veux réussir à travailler sur la suite? Il te manque du boulot là entre les deux. Qu'est-ce que tu as vu? Ok, ça a brûlé. Juste avant que ça brûle, qu'est-ce que tu as vu? Ça a brûlé où? Ça a brûlé là, ça a brûlé là, ça a brûlé là. Ok, ça a brûlé par là? Ok, avant que ça brûle, il y avait quoi? Un Jet de fumée, il était où? Ok, donc il y a un jet de tube, fumée il qui a sortait été du de tube. là et qui a fait une flamme là. Ok? Donc ça, ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a un jet de fumée qui est sorti du tube et qui a fait une boule de feu là-haut. Bilan, question, de quoi est constituée cette fumée? D'où vient le jet de fumée? De cire. De la cire vaporisée, de la cire. Ok. OK. Et la cire, ça brûle? Et pour... OK, la cire, ça brûle, très bien. Pourquoi ça brûle là et ça brûle pas, je sais pas, là? Alors on va faire un autre truc en plus. Si vous voyez que personne parle, vous pouvez y aller directement, pas besoin de lever la main. Moi, je suis pas prof. T'es prof? Non. Bon, bah, ça va alors, on peut parler. Hésite. Est-ce qu'on peut refaire sans la cire? Est-ce qu'on peut refaire sans la cire? Bah, on va voir, oui. J'ai un tube en main, Paul. Question de surface spécifique, on en reparle juste après. Oups. Ok. Ce que je propose, quand vous voulez que je mette le tube dans l'eau, vous me dites OK. Cette fois-ci, je n'ai pas mis de cire. Si vous regardez, vous pouvez voir la flamme qui change légèrement de couleur autour du tube en fonction de la température du verre. Tout à l'heure, j'avais une flamme qui était très orangée, très jaune-orangée. Donc avec probablement un poil de sodium dedans, mais, ou autre chose. En tout cas, on a clairement un changement de couleur de flamme. J'ai mon verre qui commence à être assez chaud. Maintenant 3, 2, 1. Il ne se passe rien. Alors, on demande Et il s'il a casse. cassé. Oui, Ça, on est d'accord, il casse. il a cassé. Par contre, on n'a pas de flamme. Donc ça, c'est intéressant. On peut se dire que c'est très clairement lié à la cire. On est assez d'accord. Mais il n'y avait pas de fumée non plus qui est sortie De ce tube-là. Donc la seule différence entre cette expérience et la précédente, c'est la cire dedans. Donc on est assez d'accord, on peut se douter que la cire a été fabriquée, la fumée a été fabriquée avec de la cire. La question de Paul reste de pourquoi ça brûle pas là, mais que ça brûle là. Donc grande cette question, question-là. c'est quoi la différence entre la fumée là et la fumée là? Les questions de température. Alors, il y a eu. Je répète pour que tout le monde puisse entendre les réponses. Ici, on nous propose que la différence, c'est une question de température. Donc, du coup, qu'est-ce que quoi? Il fait plus chaud dans le tube, je suppose.
et plus froid là-haut. Et du coup, il y a du feu là où il fait le plus... Ok. Très bien. Peut-être. Pression, on a peut-être des pressions différentes. Ah, ça va être compliqué à mesurer, ça. Ok. Oxygène. Ok. Dans le tube, on est d'accord que si on le refait encore une fois, au moment où je fais bouillir la cire, je veux bien que tu m'en coupes. Au moment où je fais bouillir la cire, ce qu'on voit dans le tube au début, c'est une zone transparente et une zone remplie de fumée qu'il y a dans le tube. La zone transparente, elle se crée au fur et à mesure que la cire est en train de bouillir. S'il y a de la cire qui bouille et qu'on a une zone transparente, c'est très clairement qu'on a du gaz de cire, du gaz de paraffine qui est juste au-dessus, qui se trimballe, qui est là, qui est créé par mon bec benzène. Tant qu'il n'y a pas d'air et d'oxygène dedans spécifiquement, il n'y a aucune raison que ça brûle. Ça peut se dégrader, ça peut se transformer, mais ça ne va pas brûler. Donc dans mon tube, au début, quand ma cire s'évapore, elle chasse l'air, on se retrouve avec tout mon gaz, tout mon oxygène en extérieur et avec seulement de la paraffine à l'intérieur sous forme de gaz et de fumée. Bilan, pas d'oxygène, pas de flamme. Quand on l'éjecte dans l'air, on se retrouve avec de la fumée. Vas-y, tu peux continuer. On se retrouve avec de la fumée qui va pouvoir se mélanger avec son environnement. Et donc, à un moment, arriver dans des bonnes conditions pour pouvoir brûler dans l'air. Pense à changer de côté, ils sont vraiment de super mauvaise qualité, c'est tout vrai que pour ceux-là bien sont casser. pourris. Normalement, t'es bon. C'était tout petit. J'ai quand même un dernier problème, un truc qui me choque. Ça pose de problème à personne de se dire que quand on refroidit de la cire, au lieu de la solidifier comme on nous l'avait dit avant, elle prend plus de volume. Parce que là, ce qu'on voit, c'est quand même qu'il y a un énorme jet de fumée. Donc ça veut dire que la cire, au début, qui prenait un petit volume, puis un peu plus grand sous forme de gaz, quand on la refroidit, elle prend X fois plus de volume. Et il y a un problème là. Pourquoi est-ce que notre cire a fait ce nuage de fumée? D'où vient cet excédent de volume? Qu'est-ce qui se passe? Il nous manque un truc encore. Excellente réponse. Très bien. Un point pour monsieur. Ouais, mais pourquoi le gaz, il prend pas cette place dès le Dès le départ? début? Pourquoi on n'a pas pourquoi quand on l'a fait bouillir là, ça fait pas pouf déjà dès le départ? On va faire exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Tout à l'heure, tu as observé la fin du phénomène. On va essayer d'observer le phénomène au moment où la fumée se crée. Quand est-ce que la fumée se crée? À quel moment ça se crée? Quand le fond du tube se brise, il y a une vaporisation de l'eau qui injecte la paraffine. Oui. Est-ce que tout le monde a entendu ou est-ce qu'il faut qu'on répète? Pas du tout. Alors, ce que le monsieur propose, c'est qu'au moment où le tube se brise, il y a de l'eau qui se vaporise et qui du coup, c'est ça qui prend plein de place et qui balance la cire dans l'espace. C'est presque les mots qu'il a utilisés. C'est presque les mots que vous utilisez. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est ça en fait. Un tube qui ne se casse pas, c'est un tube qui n'éjecte pas ma cire. Un tube qui n'éjecte pas ma cire, c'est un tube qui ne fait pas de fumée. Un tube qui ne fait pas de fumée, il ne se passe rien. Ok. Bon, on a percé le mystère de cette première manip. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une première chose. On voit que point de vue scientifique, on peut parler là-dessus de combustion. On peut parler de comment les choses brûlent, de quoi est-ce qu'il y a besoin pour faire une combustion. Donc ici, typiquement, on a besoin de quelque chose qui brûle, donc d'un comburant. On a besoin d'oxygène et on a besoin de température. On pourrait se dire que si on s'amusait à jeter de la cire froide dans l'eau, il ne va rien se passer. On peut voir aussi que tant qu'on n'a pas d'oxygène, on n'a strictement rien qui se passe, puisqu'il nous manque le combustible. Et quand on n'a que le comburant, il ne se passe donc rien. Donc on a vraiment un mix des trois éléments de notre triangle du feu. Ici, en médiation, le triangle du feu, c'est les trois éléments, ces trois propriétés à prendre en compte pour pouvoir avoir une flamme. Quelque chose avec du comburant, donc quelque chose qui va pouvoir brûler, un combustible, quelque chose qui va pouvoir brûler aussi avec le comburant. Donc généralement, on a de l'oxygène et quelque chose d'autre. Par exemple, quand tu brûles une allumette, tu brûles ton allumette et de l'oxygène qui est autour. Et après, on a besoin d'avoir une certaine température pour que la réaction puisse commencer. Donc typiquement, par exemple, quand on pense à une allumette qu'on allume, au moment où on la gratte, on va frotter différents produits chimiques entre eux et on va leur générer par friction une première énergie qui va permettre d'initier une réaction en chaîne qui va enflammer mon soufre, puis qui va enflammer mon allumette. Donc on a eu besoin d'avoir de la chaleur et deux choses qui vont pouvoir réagir ensemble afin de brûler. Donc en médiation, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'on peut bien en faire? On peut parler par exemple de tout ce qui est triangle du feu, ça peut être intéressant. Vous avez vu, monsieur évident.
Mais à l'inverse, on peut aussi essayer de se poser la question du processus de recherche d'une réponse qu'on vient de faire ensemble. On essaiera de faire ça au fur et à mesure, de voir comment est-ce qu'on obtient des réponses et comment est-ce qu'on cherche à comprendre quelque chose. Ici, on a vu que pour essayer de comprendre ce qui se passait, on avait besoin d'observer les phénomènes, de décrire les phénomènes, afin de pouvoir se les approprier et trouver ce qui s'était passé étape par étape. Bon pour toi? Ok, bah, on va peut-être passer à la Bon pour deuxième vous manip. On va passer à la deuxième manip. C'est parti. Qui est Azote. Wow, allez, Azote. Azote. Allez. Pour la deuxième manip, on va manipuler un objet que certains d'entre vous ont peut-être déjà vu, d'autres peut-être pas. Donc on va déjà passer un petit moment à essayer de comprendre ce que c'est. Puisqu'on parlait d'air liquide. Le voici. Est-ce que vous savez ce que vend air liquide? Qui est comment? Bien joué. Bravo. Alors un point là pour je sais pas qui. J'ai pas trop bien suivi qui avait répondu. Hop là. Et pourquoi est-ce que... Donc en fait, c'est même, pour être un peu plus précis, c'est pas tout à fait de l'air, c'est juste de l'azote, ce qu'on a pris. Pourquoi est-ce qu'il est liquide, l'azote, là? Parce qu'il est extrêmement froid, effectivement. On va jouer un petit peu avec ça. Ça demande un petit peu de précaution. Du coup, je vais faire semblant de respecter des règles de sécurité et mettre des gants et des lunettes saillantes. En fait, c'est déjà versé, donc je peux pas. Si je vais quand même faire semblant, c'est joli à voir. Tu veux pas que je te retire le gros d'ivoire? Vas-y. Bon, tiens, verse pour que tout le monde voit. S'il te plaît. Thank you. Tu me dis quand j'arrête de verser. Hein. Quand ça déborde. D'accord. Ça déborde pas. Bah continue. On n'a pas de gobelet? Ça déborde. Je les ai mis sur la table. Ah, cool, merci. Ok. Juste. Qui n'en a jamais vu dans l'assistance, là, que je vois un petit peu? 2. Donc, du coup, c'est très important qu'on le fasse pour que tout le monde soit à égalité, sinon c'est vraiment pas juste. Je vais mettre un petit peu de liquide là. Oh, c'est insupportable, ces gants. Voilà. Fais attention à tes doigts. Tac. Voilà. Est-ce que vous voyez? C'est insupportable, ces gants, je les retire. Voilà. Donc, cette chose liquide, c'est de l'azote qui est tellement froid qu'il est liquide. Est-ce que vous savez à quelle température l'azote devient liquide, histoire qu'on ait une idée de la température de cette chose? Moins 200. Moins, j'ai entendu? Moins 196, c'est bien, on a qu'on révisé. Du coup, qu'est-ce qui se passe si je touche le verre là? C'est froid, donc normalement je fais 1. OK. Et sinon, qu'est-ce qui se passe d'autre? Le plastique se contracte, et toujours ça tombe par terre. Est-ce que quelqu'un veut toucher le verre pour voir ce qui se passe? Est-ce que vous voulez essayer, vous, monsieur? Surtout pas. Est-ce que vous voulez essayer? Touche le dessous. On peut y aller, on peut toucher un peu, on peut insister, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas rester, hein. On peut insister un peu. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça? Ça bout, effectivement. Je le réchauffe, il dépasse la température d'ébullition qu'on nous a dit par là, qui est de moins 196 degrés. Dès qu'on est plus chaud que ça bout. Alors pour vous montrer juste à quel point c'est froid, on va faire une petite manip. Alors souvent, ce qui se fait, c'est de prendre une rose, de la geler, de « Ah, c'est beau, elle est gelée, elle éclate Mais une laitue, c'était tellement plus poétique. » On a décidé de faire ça mieux. Laitue, ma belle laitue. Bah tiens, tu peux la mettre sur son... Bon, ça va pas suffire. Faut pas trop en mettre. Attention. Le premier rang, si vous avez froid aux pieds, vous levez les pieds. Ok. Regarde-en un peu. Là, je vais le mettre. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si on la sort? Elle est gelée. Qu'est-ce qui se passe si on la sort, qu'on la met sur la table et qu'on tape dessus avec un marteau? Tu veux le faire? Vas-y, soulève. Le marteau! Ok.
Bon. Du coup, je voulais taper au marteau dessus, je le fais quand même s'il ne reste plus grand-chose. Voilà. Tout le monde ok. est satisfait. C'était pour faire connaissance avec cet objet. C'est pas du tout la manip qu'on voulait vous montrer, mais on avait envie de s'amuser un petit peu avant. L'expérience qu'on voudrait faire, elle se fait avec cette chose. Normalement, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Je ne vous prends pas pour des débiles, je vous demande juste. Une ampoule. Alors, il y a plusieurs types d'ampoules. Est-ce que vous savez quel type d'ampoule c'est, ça? Exactement, c'est une ampoule à incandescence. Savez-vous comment ça fonctionne? Ça chauffe, exactement. Et qu'est-ce qui peut... Parce qu'on s'en sert pas comme radiateur, du coup, donc qu'est-ce qui est... Pourquoi? Ça chauffe, et à l'intérieur, il y a un filament qui, une fois qu'il est chaud, se met à faire de la lumière. Très bien. Ok, on vous démontre que ça fonctionne. Voilà, ça marche. Super. S'il vous plaît. La question qu'on va se poser, et vous allez chercher la réponse avec nous, c'est... Très bien, bon bah là ça fonctionne, c'est super, j'allume, ça fait de la lumière, tout va bien, c'est nickel. Quel rapport avec l'azote liquide? Qu'est-ce qui se passe si je casse le verre là et que je l'allume dans l'azote liquide? Ok. Alors, donc, je répète pour que tout le monde puisse entendre. L'azote va se vaporiser, donc tout ou juste un peu ou lentement? Tu sais pas à quel point, mais tu penses qu'on va voir ça, ok? On a eu un « il va fondre ». Il va fondre, alors c'est qui il? Moi? Le filament va fondre. Le filament va fondre, d'accord. La lumière va s'éteindre, ou va pas du tout s'allumer peut-être même d'ailleurs, du coup. Ok. Pour regarder une certaine luminosité, il est possible qu'il y ait un effet Leidenfrost autour du filament. Un effet Leidenfrost. Alors là, il va falloir que tu expliques tout ça. T'as gagné. Il va y avoir un film de vapeur qui va se former autour du filament qui peut isoler thermiquement le filament de son... Ok. Donc, tu reprends la proposition de Théo devant toi en disant l'azote liquide va s'évaporer, mais du coup, toi, tu rajoutes que ça va faire une couche d'azote gazeux autour qui va carrément tout protéger et ça va pas trop s'évaporer. D'autres idées? Ça va protéger le filament de la corrosion. Ça va allumer l'azote. C'est joliment dit. Ça va clignoter. Eh ben, on va peut-être commencer par casser l'ampoule. Ouais, du coup, Est-ce que tu peux la débrancher? Non, mais c'est bête, mais je sais pas de quel côté est le neutre et de quel côté la phase. La dernière fois, j'ai pris un coup de jus. Ça fait partie du spectacle. C'est le moment où on va se rendre compte que les ampoules, c'est beaucoup plus costaud qu'on ne le pense. Ou pas. Tac, 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 là. Hop là. Donc si on regarde bien, j'ai pas cassé mon filament. Donc j'ai une ampoule lambda avec un filament. Tu peux lui mettre une protection en dessous? Ça va s'évaporer super vite. Oui. Non. Non, non, non. Ah, il est là. Ok, alors, on va attendre un petit peu. Tant que ça bout, ça veut dire que le verre est encore trop chaud pour nous et qui fait évaporer l'azote. Donc on va attendre un petit peu, histoire d'avoir quelque chose qui soit un peu moins bouillant et qu'on voit un petit peu plus ce qui se passe. J'ai une mauvaise nouvelle. C'est que le filament, il vient de lâcher. Alors, qui a un fer à souder dans sa poche? C'est le moment. Un fer à souder dans sa poche. Amen. C'est vrai? Non, c'est des halogènes. S'il faut, il y a de l'ingénieur. Oui, mais alors si on met 20 minutes à ressouder le truc, ça va pas vraiment être rentable. J'ai plus de filament du tout. Ah, voilà. Paul, attention, t'es prêt? 2. Merci. Là, on peut se poser une question super intéressante qui est qu'est-ce qu'on fait quand une manip ne fait pas, mais pas du tout, ce qu'on voulait et qu'on a plein de gens qui s'attendent à ce qu'on fasse un truc. Là, même C'est pour une le vraie coup, question. qu'est-ce qu'on fait quand une manip, en fait, on peut pas la faire? Ouais. On fait semblant que c'était fait exprès. Donc oui, on peut voir qu'on ne peut donc pas... Ouais, on peut aller voir des vidéos sur Internet, on peut faire quoi d'autre? Recommencer, alors avec une nouvelle ampoule, on n'en a pas. On pourrait le mimer, ce serait une idée.
On pourrait le chanter aussi. pourrait le mais on va pas chanter. faire. On pourrait s'excuser. On va pas le faire. On explique ce qui aurait dû se passer rapidement. Quel devient l'intérêt de cette manip, puisque visiblement, ça ne va pas être possible de la faire. On va voir que ça va pas rayonner. On peut le Est-ce faire que chez- tu as de l'azote liquide à la Est-ce que maison? tu as de l'azote liquide chez toi? Non, mais par contre, ta réponse, la réponse de, je sais plus, toi qui avais dit qu'on pouvait le regarder sur Internet, du coup, c'est aussi l'intérêt. Bon, ça n'a pas marché, on vous a vendu une manip, on ne peut pas la faire. Maintenant, vous avez peut-être envie de savoir ce que ça fait. Je sais pas, peut-être, ça vous a un peu teasé. C'est très bien. On peut aussi vous lâcher comme ça, et puis ça vous donnera envie de chercher vous-même ce que ça donne. Parce qu'il n'y a strictement aucun intérêt à leur dire ce que ça fait sans qu'ils le voient. Voilà, donc vous ne saurez pas. Ah, ça, c'est de la belle médiation, ça. Je suis quasiment fier. Moi, je vais passer une dizaine de minutes à bricoler derrière. Ok. Euh, Et moi, je vais meubler pendant 10 et minutes. pendant ce temps, il va meubler pendant 10 minutes. Histoire que vous voyez. Ce que je vais faire, je vais utiliser un morceau de polystyrène que je vais découper en petits bouts derrière. Donc, c'est passionnant. C'est pour ça qu'il va meubler pour faire autre chose. Et pendant 10 minutes, vous allez me voir faire du découpage derrière. Mon but, c'est de me fabriquer un petit avion avec ça. Non. Et après, d'essayer de faire une manip avec mon petit avion. J'essaye de le fabriquer maintenant, juste pour vous montrer que ce n'est pas un objet qui a été sorti d'un chapeau ou autre, et que c'est vraiment quelque chose de lambda. Est-ce que quelqu'un a envie de vérifier mon bout de polystyrène avant que je me mette à travailler ou pas? Juste, ne me le casse pas, s'il te plaît. Merci. Merci Arnaud. Tu seras notre expert polystyrène maintenant. Et en attendant, pour meubler, je vais jouer avec des feuilles de papier avec vous. Je ne vais pas jouer tout seul, sinon je m'ennuie. Est-ce que quelqu'un veut vérifier que c'est une vraie feuille de papier? Vous me faites confiance, c'est bon? C'est une vraie feuille de papier, merci. Ok. Alors, pour l'instant, on va faire un truc pas foufou, mais on va le faire quand même. J'ai une feuille de papier que j'ai chiffonnée. Une feuille de papier que je n'ai pas chiffonnée. Si je les lâche, qu'est-ce qui se passe? Elle tombe, normalement, j'espère, effectivement. Il y en a une qui va plus vite que l'autre, laquelle? Alors, pour qui? Ma droite? Donc celle-là va plus vite. Celle-là va plus vite? Celle-là va plus vite. Ok. Ah, j'ai plus de chaise. Bon, on le fera pas de haut alors. Paul? Non, mais sinon, c'est pas grave. Hein. Ok, suspense. 3, 2, 1. Bon, sans surprise, effectivement. Merci. Effectivement, celle-là est tombée plus vite que celle-là. Très bien, super. Sauf que quand on est médiateur, on ne s'arrête pas là. Ensuite, on dit, et pourquoi? La forme de la feuille lui donne une portance, c'est-à-dire? C'est-à-dire, une portance, quoi, voilà. Non, mais justement, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Par rapport à l'air, donc l'air qui entoure la feuille, ok. Comment ça joue? Qu'est-ce qui se passe? Plus il y a de surface, plus ça tombe lentement. Ok, tout le monde est d'accord avec cette explication? Ou il y en a qui se disent, je ne suis pas d'accord, je ne sais pas. D'accord, si je le fais tomber comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, donc du coup, on peut essayer. Je pense qu'il va se passer juste n'importe quoi. Voilà. Donc effectivement, ce qui est important, c'est quelle surface? C'est la surface avec laquelle la feuille pénètre l'air, etc. OK. Bon, pour l'instant, c'est la version facile de l'expérience. Complexifions. J'ai fait ça. C'est un rond de papier. Et je vais le transformer en cône. Alors, je le fais devant vous pour que tout le monde ait bien compris, que je ne vous mystifie pas et que je vous montre que c'est simple. Hop, je fais un cône. J'ai juste ouvert là, et maintenant, pour faire un cône, il suffit de faire ça, et puis de scotcher là, ou de mettre de la colle, ou agrafer, mais agrafer c'est nul, ça change tout. Voilà. Donc là, j'ai un espèce de cône. Je les ai déjà préparés. Voilà, avec du scotch. Si je lâche ce cône, il va faire quoi? Tomber. Si je lâche un cône de papier, c'est les mêmes. Il y a autant de papier sur celui-là que sur celui-là.
Sauf que celui-là, il est un peu plus serré que lui, du coup, ils n'ont pas exactement le même angle. Si je les lâche tous les deux, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont tomber tous les deux, ok. Lequel va tomber plus vite? Ouais, d'après ce que vous m'avez dit, ce qui est important, c'est la surface. Alors, ok, on va tester. Je les lâche en même temps, au même niveau, moyennant le fait que, bon, je suis un peu nul. Bravo, vous avez bien deviné. On va essayer de faire ça plus subtil maintenant. Ce cône-là, il a le même angle, mais il est plus petit. Cette fois-ci, si je les lâche, qui va le plus vite? Ah, il y a plus de débat d'un coup. Hein. Alors, vous avez le droit de réfléchir. On vous laisse un temps de réflexion. Il n'y a pas de problème. C'est pas. Plus tard. Voilà, c'est fini. Non, on va le faire ce coup-ci parce que là, il ne devrait pas y avoir d'accident. Alors, qu'est-ce qui est important, j'entends? Le poids. Lequel des deux est le plus lourd? Forcément, le grand, effectivement. Il y a plus de matière. Donc, lequel des deux va tomber le plus vite? Le petit? Ben, on ne sait pas. Est-ce que quelqu'un a une idée? Alors, on peut jouer au vote et voir qui pense quoi, effectivement. Mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà des théories avant qu'on le fasse? Ouais. La vitesse de chute, elle ne dépend pas du poids. Effectivement, alors c'est qui a dit ça? Galilée. D'accord. Alors, c'est effectivement, Galilée, on raconte, je ne saurais jamais si c'est vrai, c'est une légende ou pas, mais peut-être c'est vrai, que pour vérifier que, effectivement, peu importe le poids du truc qu'on lâche, il tombe toujours avec la même vitesse au départ. On dit qu'il lâchait des trucs depuis la tour de Pise, puis qu'il regardait combien de temps ça mettait pour tomber, et puis que ce soit une boule de bowling, ça n'existait pas à l'époque, mais admettons, ou une boule de tennis, ça n'existait pas non plus. C'était une boule de bois et une boule de fer. Ah, et donc toi, tu n'es pas d'accord. La forme, si, ça influence. Effectivement. Dans le vide, alors pourquoi ça marche dans le vide? Et pourquoi ça ne marche pas dans l'amphi-langevin de l'ESPCI? Parce qu'ici, il y a de l'air. Ce qui nous intéresse aussi, c'est là, il y a de l'air, donc il y a des frottements. Donc ce qui arrive très vite, alors c'est vrai au tout départ. Au tout départ, les deux, ils vont partir avec la même accélération, peut-être pendant un quart de millième de seconde avec ces trucs-là. Sauf que dès que les frottements avec l'air deviennent importants, s'ils n'ont pas la même taille, ils ne frottent pas pareil. Donc ça ne se comporte pas pareil. Donc le fait qu'il y en ait un plus lourd que l'autre, s'il y en a un qui frotte plus que l'autre, on est embêté. Bon, alors bilan. On n'a pas plus avancé que depuis le début. On ne sait pas qui va tomber en premier. On peut faire l'expérience, c'est un bon moyen de savoir, effectivement. Il faut la faire plusieurs fois pour voir si ça marche. Alors, avant toute chose, puisqu'on va passer par la phase expérimentale, on va faire un vote. J'aimerais bien voir qui pense quoi. Qui pense que le gros va tomber plus vite? 1, 2. Très bien. Qui pense que le petit va tomber plus vite? Oh là là. Qui pense autre chose? Je ne sais pas. Alors, qui pense les deux en même temps? Qui ex aequo? Qui pense autre chose? Là, j'ai du mal à imaginer une autre... que ça explose, que ça s'envole, je ne sais pas. Ça reste là. OK. On teste. 3, 2, 1. À une chaise près, ça tombait en même temps. T'es prêt ou je meuble encore? Je suis prêt et on nous a apporté des ampoules. Oh là là, à incandescence? Est-ce qu'on pourrait juste applaudir un monsieur dans le fond habillé en bleu qui s'appelle Maxime qui a été nous chercher des ampoules gentiment? Et qui va se lever pour qu'on sache qui en a payé. C'est bon, il a été dénoncé, tout va bien. Très bien. Est-ce que c'est le moment où je dis que l'ampoule est coincée dedans? Je te laisse la décoincer, je fais ma manip. Très bien, bon, alors du coup, moi j'ai fini de meubler, je décoince. Très bien. Ok. Sinon, il y a une explication théorique à tout ça. Hein. On aurait pu. Alors, on peut aller plus loin là-dedans. Comment ça se fait? On pouvait le prédire, en fait, que ça allait tomber à la même vitesse. Comment?
Comment? Dans ce cas-là, si le petit va plus vite, la différence entre le petit et le grand est-elle plus notable que Alors, on l'erreur refait, que on Paul refait, a pu on refait, induire on refait. avec- induire Peut-être avec ses que mains? ce coup-là, le plus petit. Bah, vu que ce qui m'importe, c'est le moment où ça touche le sol, je pense qu'il faut aligner le bas. De toute façon, on ne voit pas très bien à quel moment les deux touchent par terre, alors c'est pour voir si, en gros, ça va à la même vitesse ou pas du tout. Ok, le petit a touché un quart de milliseconde avant, très bien. Oh là, je vais mourir. Si c'est un quart de milliseconde, on peut peut-être te dire aussi que c'est l'erreur liée aux mains de Paul qui se lâchent pas Pile en même exactement. temps. Je refais une troisième fois. On fait quoi? On fait 1000 essais et puis c'est bon? On peut faire ça jusqu'à la fin. Donc, normalement, après, c'est pas un truc parfait non plus, hein, j'avoue. Normalement, si j'avais fait les formes parfaitement identiques, ça devrait tomber à la même vitesse. La raison, c'est que celui-là est plus petit que celui-là. Celui-là, vous savez... Alors en fait, oui, je vous ai pas dit, c'est normal, vous ne pouvez pas le savoir. Le rayon du cercle que j'ai fait là, il est 2 fois plus grand que le rayon ici. Du coup, niveau poids, lequel est le plus lourd? Celui-là, mais il est plus lourd de combien? 4 fois plus lourd, puisque c'est une surface. Le poids est proportionnel à la surface de papier. Ça, c'est 4 fois plus lourd que ça. Les frottements, ils sont proportionnels à quoi? Du coup, bah, c'est pareil. En fait, ça frotte 4 fois plus. Et donc, ça se compense. Ça marche là, dans l'air, parce qu'on est dans l'air, en fait, l'air, il s'écoule de façon turbulente. Je ne sais pas si vous connaissez tous ce mot, peut-être oui, peut-être non, pas du tout. L'air, il s'écoule de façon turbulente, ça veut dire qu'il a un peu tendance à faire des tourbillons un peu partout autour de ces objets qui tombent. Si jamais on refaisait la même expérience, mais dans de l'huile, par exemple, avec des cônes beaucoup plus lourds, parce que là, ça flotte dans l'huile, cette fois-ci, les frottements ne seraient pas proportionnels à la surface, mais proportionnels à la hauteur du truc. Donc si je refais l'expérience dans l'huile, ça va tomber plus vite. Oui, c'est ça. Ok, voilà, on a fini, on peut passer à la suite. Tu veux faire la note? Ouais, et du coup... Tu m'ouvres un peu la note. Ok, on est reparti, on va casser une ampoule à nouveau, et cette fois-ci, bon, on va pouvoir le faire en vrai, vous n'aurez donc pas besoin d'aller voir sur Internet. Ouais. Ouais. Dans l'huile? Si on en reprenait juste un des deux, tu disais que c'était par rapport à la hauteur, donc techniquement, ça change rien qu'il soit d'un centimètre, la hauteur est la même. La vraie question, c'est peut-être la question de la stabilité qui irait avec, Mais du et de coup, savoir le temps de retournement des deux objets. Et donc, Si tu je aurais le lâche probablement comme une ça- variante qui serait plus la même. Ici, il tendance prend à le temps se de se retourner. Plus l'objet va être grand, plus il va prendre de temps pour se retourner, donc on aura peut-être un biais. Je pense que ce sera à faire pour le vérifier. Sinon, la vraie truc à faire, c'est de le tester 1000 fois et de voir ce que ça donne. Alors, Cette fois-ci, Il est je où ne casse le- pas le filament. il est à thème. Non, c'est pas grave, je peux y aller. Ah, il est là. Bien joué. Ok. Cette fois-ci, je te le donne pas. Trop Je le garde. Oui, on va limiter les passages de... Ok, on se remémore peut-être 2 secondes la problématique. Qu'est-ce qu'on veut savoir déjà? Et qu'est-ce qui va se passer à votre avis? Rien. Ça va s'allumer. Ça va s'allumer. Alors, rien, ok, facile. Si ça s'allume et ça reste allumé, ou ça s'allume et il se passe un truc et ça s'éteint très vite, ou comment? Ça clignote, ok, très bien. Ça claque. Pourquoi ça claque? Choc thermique, ok. Et niveau intensité lumineuse, on est si ça s'allume plus fort, moins fort, égal. Par rapport à quand c'est plus fort que ok. quand c'est dans le... Ok. Donc j'ai été malin, je l'ai bien testé avant pour qu'on puisse comparer. J'ai une question par contre, là on n'a pas défini, est-ce qu'on la branche et on l'allume avant de la plonger ou on la plonge et ensuite on la branche? Je la plonge et je la branche. C'est-à-dire que je vais la plonger. Elle sera dans l'azote au Et on moment où on l'allume. va l'allumer. Une fois que c'est dedans. Est-ce que ça fait changer la vie de quelqu'un? Ok.
Attention Paul, tu me branches? Bon, attendez, hein, parce que là, voilà. 3, 2, 1, go! Ce qu'on peut voir, c'est que le filament ne brûle pas du tout. Il reste allumé. On a même quelque chose qui a l'air plutôt homogène niveau intensité. Je ne pense pas qu'il y ait une différence notable par rapport à avant. Après, ça, c'est à vérifier, j'ai un doute. Et si je le sors? Tu l'éteins? Tu l'allumes? Tu l'éteins? OK. Bilan. Pourquoi ça s'allume et pourquoi est-ce que dans l'azote, le filament ne se détériore pas? Alors que quand on le sort de l'azote, en quoi, une seconde et demie, je n'ai pas compté exactement, on n'avait plus de filament. Même moins que ça. Trop d'oxygène. Mais où? Il faut être précis. Dans l'air. Et pourquoi est-ce que le fait qu'il y ait trop d'oxygène, ça pose un problème à mon filament? OK, il brûle. Dans ce cas-là, ici, pas d'oxygène, donc pas d'oxydation. Donc ici, on a inhibé une oxydation en retirant tout simplement un des composants. OK? Bon, ben voilà, vous avez vu. Donc on rappelle que dans les ampoules, autrefois, on mettait de l'azote. Oui, Maintenant, on met de l'azote, de l'argon, je ne sais pas quoi. tout à fait. Alors, pour ceux qui n'entendent pas la remarque, ce que le monsieur nous dit, je vais vous demander votre prénom, comme ça je peux savoir comment je vous appelle à chaque fois que vous... On mettait de l'azote sous basse pression, et avec la chaleur, ça fait à peu près la pression de l'air ambiant, et ça se passe. Et ça, on ne met plus d'azote pour des raisons. Autrefois, dans les ampoules à incandescence, le gaz qui était à l'intérieur des ampoules, c'était de l'azote. Maintenant, c'est autre chose. Je ne sais pas pourquoi on aurait changé d'ailleurs. C'est de l'argon. Et autrefois, c'était de l'azote. OK. OK, pendant... Honnêtement, pas la moindre idée. Par contre... Pourquoi tout s'évapore pas d'un coup, s'il est vraiment très chaud? Est-ce que quelqu'un ça a une bullait idée? énormément. Si tu regardes entre le moment où je le mets... Est-ce que l'azote liquide est conducteur? Donc est-ce que l'électricité peut passer dedans? Si on veut le vérifier, je prends l'ampoule, je la rebranche. Si on fait sauter les plombs pendant que c'est dans de l'azote, ça veut dire que c'était conducteur. Bah non, le filament est cassé, ça passe Et plus. c'est bien ça le truc, Ah oui, sans bah oui. filament. Bien sûr. Ça veut donc dire qu'on va avoir quelque chose qui va être connecté aux deux pôles, avec une phase d'un côté, un autre de l'autre. Faisons un court-circuit. Faisons sauter Ok. le SSI. On a ici deux petits fils, un de chaque côté. Si ça saute, les issues de secours sont derrière vous ou devant vous. C'est bon, t'es branché? 3, 2, 1, clic. Reclic. Tu me débranches? Il ne se passe rien. Ça va pas sauter. Donc non, c'est Pas pas de court jus. conducteur. Donc pas spécifiquement conducteur. On a failli se faire gronder. Et alors, si je reprends la question que tu avais posée, à votre avis, vous, pourquoi ça ne s'est pas évaporé tout instantanément si le filament était si chaud que ça? Il faut que la chaleur elle diffuse sur une certaine distance et comme on peut chauffer aux alentours du filament, au final, il n'y a que autour du filament que ça va s'évaporer. Donc parce que finalement, la zone chauffée est juste autour du filament, pas dans tout le verre. Ok. Et si on repense à notre effet Leidenfrost qui va générer une couche de gaz autour, qui va empêcher en plus une partie de la diffusion de notre chaleur dans le liquide qui est froid. On a ça aussi qui rentre en compte. La chaleur apportée, c'est égal à la chaleur de changement d'état. Voilà. Et effectivement, deuxième chose, c'est que c'est chaud. Donc ça fait bouillir. Donc il y a un changement d'état. Ce changement d'état, c'est une transformation qui prend de l'énergie aussi. Et toute l'énergie thermique du fil, elle est captée juste dans cette transformation qui est juste de l'azote liquide qui est autour du filament. Pendant que... Pourquoi est-ce qu'on utilisait de l'azote liquide? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas utilisé autre chose de l'eau? Bonne question, ça aurait fait quoi dans l'eau? Non, mais quelque chose qui ne soit pas conducteur. Dans l'huile, l'eau distillée par Dans l'huile, ça aurait fait quoi dans l'huile? Tu testeras au lance-vinium. Vous testerez quelque part. Alors, Ton problème sur ton eau aussi, ça va peut-être être la température que va avoir ton liquide assez rapidement. Ici, on a quelque chose qui est assez froid, qui va permettre assez facilement de dissiper l'excédent de température qui est créé par ton filament.
Il y a ça aussi à voir. Donc ça veut dire que ma douille est refroidie. On n'oublie pas que ma douille est en métal et on est connecté sur du cuivre. Si on imaginait dans un monde idéal un filament qui ne brûlerait pas et qui transmettrait par les deux branches en fer la chaleur au câble et au cuivre au-dessus, moi ce que je me demande, c'est savoir au bout de combien de temps les fixations qui sont en qualité douteuse au-dessus, en cuivre fin, vont fondre et vont faire faux contact. Je n'ai pas de réponse à la question, mais c'est vraiment une question qui pourrait se poser. À savoir à quelle température tu vas avoir. Vas-y, finis, puis après je... À quel moment tu vas avoir directement un court-circuit qui va être lié à la température de ton tout. À quelle température l'isolant qui est autour de ton câble va fondre. Sachant que généralement, ton isolant, avant une température de flamme, il est déjà en train de fondre et de brûler. Donc ça veut dire que la température même de l'ampoule serait bien largement supérieure à ce qu'il faudrait pour te débarrasser de l'isolant. Et sinon, encore plus simplement, à la question pourquoi on a fait ça dans l'azote liquide et pas l'eau, la réponse c'est parce qu'on avait juste envie de faire ça dans l'azote liquide et que du coup, on vous demande ce qui se passe. Enfin, on aurait pu le faire dans autre chose et vous demander... Enfin, voilà. On va revenir au bricolage que je faisais pendant que Paul était en train de meubler. J'ai bricolé un petit avion en polystyrène que j'ai coupé vraiment à l'arrache. On voit qu'il est magnifique, avec un petit nez, avec un petit poids à l'avant qu'on va appeler mon petit ballast. Deux petits côtés qui se soulèvent à l'arrière qu'on va appeler des freins, deux petits côtés qui se baissent à l'avant qui vont me servir à faire apporter de l'air. Alors du coup, Fabien, point sécurité avant. Tu feras attention, il y a de la salade qui glisse là. D'accord. Voilà. On fait un panneau danger salade. Où on fait ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand je le lâche, ce qu'on peut voir, c'est qu'il descend franchement doucement. Pour réussir à couper mon polystyrène, ce que vous n'avez pas vu, c'est que j'ai utilisé un petit fil chaud. C'est un fil sur lequel on fait passer pas mal d'ampérage pour qu'il chauffe, qui passe au rouge et qui me permet de couper ça très fin. Ce qui va m'intéresser, sachant que mon objet est en train de chuter, exactement comme les cônes de Paul tout à l'heure. Tout à l'heure, les cônes de Paul... Tu le dis 10 fois de suite, après c'est bon, t'es... Les cônes de Paul, ils sont en train de chuter, donc ils ont un vent propre qui se forme, c'est-à-dire de l'air qui vient à leur rencontre et qui se comporte tout comme si on était en train de souffler sur le cône alors qu'il était à l'arrêt. Donc la chute du cône va atteindre une vitesse maximum au moment où le vent va atteindre une vitesse idéale pour le cône en question. Ici, quand mon objet descend, il avance, donc il se crée lui-même un vent qui va lui souffler dessus par en dessous. Et donc au fur et à mesure qu'il tombe, il y a du vent qui lui souffle dessus par en dessous et qui lui permet de tomber. La vraie question, c'est vu que j'ai un objet léger, qu'est-ce qui se passe si j'arrive à compenser le flux d'air qui se crée en lui envoyant moi-même de l'air par en dessous pendant qu'il est en train de tomber? Est-ce que je vais réussir à créer une espèce de petit avion qui va être en lévitation? Ça va être ça mon but aujourd'hui. Avec du matériel en carton-pâte. Polystyrène. Alors, je viens d'entendre, il faut le breveter. C'est déjà breveté, je Figurez-vous que pense. je l'ai vérifié hier, ça a été breveté en 57, donc c'est beaucoup trop tard. La vraie question, c'est comment ça marche au final? Alors, comme jouet, prenez ma place 5 minutes, il y en a pour 4 heures pour réussir à le faire voler normalement. Ça occupe les gamins un moment, hein. C'est très bien. La question, c'est qu'est-ce qui se passe au final? Hop. Pourquoi est-ce que mon objet ne descend pas et ne tombe pas? Enfin, j'essaie de faire le tour, mais pourquoi est-ce qu'il ne tombe pas au final? Qu'est-ce qui se passe? Il est porté par l'air, mais d'où vient l'air qu'il porte au final? Je ne vois plus. Ah! D'où vient l'air qui porte mon avion? Qu'est-ce qui génère mon air? La plaque? C'est l'air qui est poussé par la plaque. Ok, donc ça veut dire que l'air qui est poussé par la plaque fait quoi en fait quand je marche? Ok, on a une surpression qui se fait en haut. On imagine qu'on a comme une vague, tout comme si j'étais en train de pousser de l'eau. Si on s'imagine, c'est pas mal dans de l'eau. Si j'avance avec une plaque dans l'eau, l'eau elle passe au-dessus de la plaque et elle me vient dans le nez. Bah avec l'air, c'est à peu près la même chose qui se passe. Quand moi je marche avec la plaque devant moi, je ressens légèrement plus d'air au niveau de mon nez qui m'arrive dessus, qui est une vague d'air qui arrive du bas de la plaque et qui remonte. Mon avion, tout ce dont il a besoin pour ne pas tomber, c'est un petit peu d'air en plus. Pour tous ceux qui voudraient s'entraîner et passer des heures à faire ça chez eux, le meilleur moyen d'en fabriquer, si vous n'avez pas de quoi couper du polystyrène, vous allez chez le fleuriste, vous lui demandez le papier le plus fin au fleuriste qu'il a pour emballer ses fleurs, vous le négociez,
vous découpez et vous vous entraînez. Le bout du nez, je vais récupérer mon objet. Mon but, j'ai envie que mon avion il descende tout doucement vers l'avant. Donc pour réussir à le faire descendre tout doucement vers l'avant, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui le tire vers l'avant. Si je retire mon bout du nez, le centre de gravité va se retrouver beaucoup plus en arrière. Et mon objet il va partir directement en arrière, il va faire comme une feuille de papier classique des avant-arrière. Mon bout de nez est uniquement là pour permettre d'avoir une inclinaison qui ne soit pas vers l'arrière, mais plutôt vers l'avant, et que mon objet descende plutôt que de partir en arrière. Si je le retire, C'est moins bien. il me fait un mouvement totalement chaotique. Et là, pour le faire voler, j'ai beau essayer, je ne peux pas. On va essayer d'accélérer un petit peu, sinon on ne va pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout. L'avant-dernière ? Il est 30. Il est 30, d'accord. Je voudrais avoir 6 volontaires, s'il vous plaît. Bon, 8 volontaires. Les 8 volontaires, je ne vais pas les désigner, ils se lèvent, ils viennent. Et si on a trop, on gérera, ils auront les pieds dans la laitue. Ils viennent dans la zone laitue. Non, autour de la zone laitue. 1, 2, 3, 4, 5, Ouais, 6. non, Non, mettez-vous pas 6, autour. 6, vas-y, viens. Ok. Ce qu'on va essayer de faire, je vais que vous vous mettiez face à face en 2 rangées de 3. C'est compliqué ça. Ouais, compliqué, je sais. Ok. De telle sorte à ce que tout le monde puisse voir. Ok, ce qui va être intéressant, c'est ce qui va se passer par ici. Ce qui va m'intéresser, rapprochez-vous, hein, vraiment, on vous veut dans la zone laitue. Hein. Ça va être dégueulasse, vous allez voir. Vous allez tendre tous vos index vers l'avant, comme ceci. Comme ça. L'idée, c'est que je vais mettre Très bien. une barre au milieu et que je veux que vous ayez tous vos index sous la barre. Rapprochez-vous. Donc vous vous débrouillez tous pour... T'es pas obligé de toucher les index de ton voisin. Je veux que vous touchiez tous Alors, la barre par en dessous. Vous pouvez faire comme ça, hein, vous n'êtes pas obligé de vous toucher le bout du doigt, c'est pas Ok, un remake d'E.T., ça va. on va essayer de faire du travail d'équipe. Donc vous allez devoir vous coordonner. Je vais vous donner 3 règles qui sont totalement non négociables. Vous ne touchez pas la barre à un autre endroit de votre anatomie que celui que je vous ai décrit. Traduction, vous touchez la barre qu'avec votre index. Vous ne touchez la barre que par en dessous, pas par au-dessus ni par le côté. Dernière règle, quand la barre n'est pas en contact avec votre doigt, par exemple si c'est comme ça, vous avez interdiction d'attendre, vous devez remonter immédiatement votre index jusqu'à ce qu'il touche la barre. C'est bon pour tout le monde, les règles, pas trop compliquées? Le but, je veux que vous vous coordonniez pour faire descendre la barre et la mettre au sol. OK? Et que quand vous ne touchez pas la barre, on est d'accord, on remonte. 3, 2, 1, go. Tu touches pas. Remonte, tu touches pas. Ok, on a perdu le contrôle en 1 seconde, bien joué. Nouvel essai, vous n'avez pas été très très bon. On va retenter ça immédiatement. La mettre au sol, Vous c'est-à-dire avez- dans la laitue. Il faut descendre. Vous avez le droit de parler. Hein. C'est le contraire qu'il faut faire. Et je parle bien du sol là, hein, pas de Il suivre. n'y a personne qui prend l'initiative de commencer. Allez, on y va doucement. On essaie de se- On tourne, 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 on tourne. Ah, ça va poser problème Hop, par là. petit angle. Donc il y aura juste Attention. pas de... 3, 2, 1, go. Si on monte... Ok, ça marche pas. Et Vous pouvez réessayer en vous continuez de penchant travailler. par là pour que Les ceux qui autres, sont on va la essayer voient. d'analyser parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont dans le feu de l'action, ils n'ont plus aucun regard externe sur ce qui est en train de se passer. Bilan, ce que j'aimerais qu'on essaye Je de vais se faire demander, mettre de c'est la qu'est-ce barre. qui se passe en ce moment Faut la tenir au et début. pourquoi ils n'y arrivent pas. On va tourner par là pour que tout le monde puisse voir. Faut la mettre droite. Ok. On y va doucement. Vous êtes prêts? Non, mais on fait rien au début surtout. 3, 2, 1, je lâche. Non, bah On là, remonte, on remonte, on remonte. Pourquoi vous baissez pas vos jambes? Ok, il y a une proposition, on essaie de baisser les jambes. Essayez de bien regarder ce qu'ils font. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils cherchent tous une solution il faut un sans avoir initiateur de essayé de barre trouver pour quel est le problème avant de le résoudre. mettez vos Ils doigts font en dessous. exactement ce qu'on a dit qu'il fallait pas faire au début. Ils nous donnent des Montez, solutions on a même comme pas ça. commencé, vous On montez plie les déjà. genoux, on essaie de remonter les doigts, on essaie de faire ceci. Mais la question de quel est le problème, ça sert à rien les problèmes. Il y en a qui montent. En fait, il faut vraiment descendre. On bouge pas. On bouge pas. Déjà. On bouge pas. Ça lâche, on bouge pas. Ok, si tu as les doigts qui touchent pas, tu bouges et tu remontes. Bah non, mais Ok, si tu touches venez, pas, faites t'es le obligé chef de remonter. d'orchestre. C'est bon? Allez-y, venez si vous voulez. Je lâche. Allez. Je lâche. On bouge pas. Descendez, On descendez. bouge pas. Là, tu touches pas, toi. Tu hein. touches pas, tu remontes. Tu touches pas, tu remontes. touches pas. Mais il faut y aller doucement. Ok, petite chose qu'on s'est dit au tout début, que je viens de dire aux autres. Vous êtes en train de chercher des solutions sans avoir vous vous êtes demandé quel est le problème. Quel est le problème? Qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à se coordonner. Ok, quel pourrait être l'autre problème? On n'est pas doué. C'est un problème pas. aussi. Ok, explique. Si
Quelle est la règle déjà? On peut juste la rappeler pour les autres? Quand tu ne touches pas, tu remontes. Ok. Ça veut dire quand l'autre ne touche pas, il faut redescendre. Ok, mais dans ce cas-là, on va se poser la question inverse. Est-ce qu'on peut essayer de définir ce que veut dire la règle? Supprimer la règle. Non, sans la règle, c'est trop facile. Quand tu touches, tu dois remonter. Que veulent dire les mots? Que veulent dire toucher? Ça veut dire quoi, toucher? Être en contact? Est-ce que c'est ça que ça veut dire pour toi? Ça veut dire qu'à l'instant où tu es en contact, tu n'as plus besoin de remonter? Il n'y a pas un problème d'incertitude là-dedans? Comment est-ce que tu sais que tu es en contact avec la barre? Quand tu le sens. Ok, donc en gros, ce que tu es en train de me dire, c'est que tu ne le fais pas. Tu ne remontes pas, non pas quand tu le sens, non pas quand tu ne le touches pas, mais quand tu ne le sens pas. Donc déjà, potentiellement, il y a le seuil de je sens pas qui peut jouer un truc là-dedans. Donc déjà, il y a un premier bug. Ensuite, comme vous avez dit, vous n'êtes pas doué. Hein. Et vu que vous n'êtes pas doué, niveau coordination, il y a toujours une moyenne qui va monter. Essayez de réfléchir sur la troisième loi de Newton par rapport à ça. Et là, normalement, c'est le moment où on les regarde et on leur demande ce que c'est. Ok, bilan. Alors, j'ai entendu les actions réciproques, mais ça veut dire quoi? Action-réaction, c'est plus connu comme ça. Action-réaction, ok, mais ça ne me dit toujours pas ce que ça veut dire. Ok, vas-y, on vérifie pour le coup de poing. Non, ça ira, merci. Ok, je te demande un service. Mets-toi debout sur une jambe. Tu pèses combien à peu près? 80 kg? Décale-toi, impeccable. Là, je Ok, si je le pousse super fort sur l'épaule, il t'arrive quoi? J'ai dit super fort. Vers où? Vers là où tu m'as poussé. Ok, et moi, il m'arrive quoi? Si moi je te pousse. Si moi, je te pousse. Ah, bah tu vas pousser, tu vas tomber de l'autre côté. Ça glisse par là, c'est méchant. Ok, ça, c'est l'action-réaction. C'est quand je le pousse, il me pousse aussi. Quand je tape dans le mur me tape dedans. Bilan, quand vous touchez la barre, qu'est-ce qui se passe? Si la barre vous pèse sur les doigts, la barre est poussée par le haut par réaction au poids de la barre. Bilan, en fait, quoi que vous fassiez, et peu importe comment vous coordonniez, Comment on se coordonne? quoi qu'il arrive, la barre va remonter par action-réaction tant que vous avez du mal à sentir la barre sur vos doigts. Puisque le point infime de chaque barre que vous n'arrivez pas à sentir, vous allez le compenser par action-réaction. Et par problème de déséquilibre, ça va remonter. Bilan, en gros, on est en train de vous demander de faire quelque chose qui est totalement impossible. Merci. Il n'y a pas de quoi. On est content d'avoir participé. Mais est-ce que c'est vraiment impossible si on a de l'adhérence avec nos doigts, si on se mettait tous de la colle? Si on était juste deux, mettons, est-ce que là, ça suffirait Eh ben moi, je vois qu'une seule façon de répondre à cette question, et on a de la super glue. Alors, Tu me prêtes tes gants, alors. Les deux questions à savoir, c'est si tu as de la colle, le problème n'est plus le même, vu que le contact qu'il y a, il est entre toi et la colle, et puis entre la colle, plus entre toi et la barre. Donc déjà, tu as un biais là-dessus. C'est plus le même problème. On va rajouter plus facilement de frottement, on va augmenter les zones de contact. Honnêtement, là, il faut faire l'expérience pour voir. Hein. Ouais. On peut peut-être commencer avec juste 2 personnes, si c'est un peu dur pour... Ouais, avec juste 2 personnes, on sent beaucoup plus les barres. Tiens, vas-y. Histoire que tu puisses dire que tu l'as fait. Avec 2 personnes, ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas non plus. C'est ça le problème. En fait, à partir du moment où tu as un problème à le sentir, un problème à le coordonner, ça ne marche pas. Merci. Merci à vous. Merci, on peut les applaudir, ils ont été excellents. Un peu nuls, mais excellents. Là, on va passer, parce que c'est quand même vachement l'heure à la Ouais, dernière on va essayer de manip. faire une dernière expérience, sinon on va se faire gronder parce qu'on va terminer en retard, on va devoir laver de la salade et tout ça et tout ça. Oui, complètement. Non, la salle est propre, ça va, mais... On va essayer de faire 2 fois la même manip, mais 2 fois pas exactement pareil. Histoire de voir ce que je vais faire sur quelque chose de petit, on va le faire d'abord sur un pot. J'ai un pot en verre, j'ai un filet qui est là, et après je ferai ça sur une bouteille avec le même pot, le même filet, sauf que vu que c'est tout petit et que je veux parler d'un autre effet, ça va pas être pratique de faire ça maintenant. Tu veux peut-être un bout de papier? Je voudrais bien un bout de papier, mon Ouais. cher ami. Et je voudrais bien une bassine. Ok. Ma manip de base qu'on va essayer de modifier, Complètement mou, ce papier. ce qui va m'intéresser, c'est que dans un premier temps, on met de l'eau dans mon bol. Jusque-là, il n'y a rien de formidable. Je cale du papier sur mon bol, j'enlève le papier et j'ai mon eau qui va rester coincée dans le bol du fait que, tant que je ne fais rien, mon collant va pouvoir faire obstacle à l'eau et par liaison hydrogène, les différentes molécules d'eau n'arrivent pas à passer à travers l'eau. En gros, on a une tension de surface qui est trop forte
pour que l'eau ne passe à travers Là. les trous. Alors du coup, je montre pour que tout le monde Et voit. dès qu'on a quelque chose, vous avez vu, à l'instant où j'ai touché, où j'ai réussi à Il déformer y a un un peu bout la de collant. surface, dès qu'on a un petit bout de filet, et à l'instant où on touche le filet, il y a tout qui tombe dès qu'on le perturbe le moins du monde. Les liaisons hydrogènes qu'on a ici sont tellement faibles, et donc ma tension de surface est tellement faible, qu'elles s'outrepassent très facilement. Ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble comme expérience, déjà, je vais avoir besoin d'une bonne dizaine de personnes qui veulent bien venir, si tu veux, tu Dans peux la venir, zone laitue, à qui nouveau. veulent bien revenir dans la zone laitue, qui vont se mettre grosso modo à peu près tout autour de moi. Et ce qu'on va essayer de faire tous ensemble, j'aimerais avoir des gens qui ont des bonnes capacités pulmonaires. Ah oui, est-ce que parmi vous, il y a des fumeurs? Non? Bah très bien, alors c'est parfait. C'est mieux. Ce qu'on va essayer de faire, vu qu'on a vu qu'ici on a le même type de collant que de l'autre côté, je vais remettre de l'eau là-dedans, je vais retourner ma bouteille. Quand j'aurai ma bouteille de retourner, ce qu'on va essayer de faire, vous allez tous essayer, alors par contre il faudra se rapprocher, d'inspirer super fort. Alors par contre passer des deux côtés, sinon la caméra ils vont nous râler dessus, ils vont nous dire qu'ils ne voient plus rien, etc. On va essayer de tous inspirer très fort, très vite, et le but c'est d'essayer de modifier légèrement la pression atmosphérique de la salle. Et en la modifiant très légèrement, si on aspire assez fort, potentiellement si on a du bol, l'eau devrait se mettre à couler un petit peu, si on a du bol. Alors par contre, il faut y aller un grand coup, il faut se coordonner. Donc un conseil, trouvez un moyen de vous coordonner, pas comme tout à l'heure. 3, 2, 1 et on souffle. Alors 3, 2, 1, on souffle ou 3, 2, 1, 0, on souffle. 3, 2, 1 à 1, on souffle. Ça vous va? Non, mais je me demande. L'année prochaine, ça recommence. Par la bouche. C'est cyclique. Je donne juste du bar l'année prochaine. C'est sérieux? Bah, t'aspires plus avec la bouche que ce qu'il dit. Ok, j'ai bien de l'eau dans la bouteille, c'est bon? On va le faire à la main cette fois-ci. Ok, vous vous mettez des deux côtés de moi par rapport à moi. Rapprochez-vous, rapprochez-vous, rapprochez-vous. Un conseil, Alors, passe juste sur ne le vous côté. mettez pas hop. devant, pour que tout le monde Et puisse on se voir. baisse un petit peu, histoire de pouvoir être sûr d'être vraiment au plus près et de bien voir les choses. Attention, à 0, on inspire directement, on n'attend pas après. 3, 2, 1. Vous êtes prêts? Ok, on le refait une deuxième fois? Il y a eu quelque chose. Il y a eu un petit truc, c'est pas mal déjà. 3, 2, 1, go! Ouais, c'était classe. C'est pas mal. Est-ce que l'un d'entre vous a envie d'essayer de se lancer, d'expliquer? Bah écoute, ouais, Paul. Oui. Mais c'est vide. Je viens de la vider, oui. Ah bah oui, mais là, forcément. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire Typiquement ici un effet Venturi, en augmentant la vitesse de l'écoulement de l'air au niveau du goulot de l'air, et du goulot on crée une dépression. Ok. Bizarre. Vous en pensez quoi les autres? Tu viens, Max? Tu veux tenir la bouteille? Moi, je peux venir tenir cette bouteille. En fait, c'est une catastrophe. Ouais. Ça rend. Voilà. Moi, je trouve que c'est une vraie question ce qu'elle pose à Demoiselle dans le fond. Bah, pourquoi tu me dis ça? Parce qu'en fait, on me parle d'effet Venturi, donc... Bah, est-ce que l'un d'entre vous veut tenir la bouteille? Peut-être on peut essayer comme ça. Hein. Tu tiens la bouteille? Tiens. Vas-y, je t'en occupe. Ok. Donc, l'effet Venturi... La vraie question qui est là, plutôt, c'est... On est là dans un organisme de recherche, dans un organisme techniquement sérieux. On est là pour faire de la science, donc théoriquement, on est censé être sérieux. Vous êtes venu pour voir de la science, donc vous êtes censé être sérieux, mais moi, j'aimerais bien comprendre, qu'est-ce que vous êtes venu voir, en fait? Est-ce que vous êtes venu voir un spectacle de magie ou quelque chose de science? Pourquoi vous êtes là? Parce que là, pour l'instant, si on regarde bien, sur pas mal de choses, depuis le début de ce qu'on fait, vous êtes en train de nous croire, en fait. Hein. Et là, on a essayé de vous entourlouper. Et d'ailleurs, on a bien réussi. Hein. Là, franchement, il ne donnait pas la bouteille, vous partiriez chez vous avec l'effet Venturi en tête, c'était bon, c'était Mon fini. seul regret, c'est d'avoir orienté le trou vers le public et pas vers celui qui portait la bouteille. Ça aurait été beaucoup plus drôle, mais tant pis. Donc moi, j'ai une vraie question, j'aimerais savoir, qu'est-ce que c'est que faire de la science, en fait? Parce qu'on est venu pour faire de la science, mais est-ce que quelqu'un peut me dire ici, ça veut dire quoi? Qu'est-ce? Vous pouvez parler, vous aussi, si vous voulez. Hein. Oui, oui. On réfléchit. Donc, par exemple, quand tu fais de la philo, tu réfléchis, est-ce que c'est de la science?
quand tu apprends une leçon d'anglais, tu réfléchis pour essayer de comprendre les mots et de les en souvenir. Est-ce que c'est de la science? Cherche pas à dégrader l'anglais ni la philo. C'est pas là le but. Il n'y a pas toute la partie expérimentation. Il n'y a pas toute la partie expérimentation. D'ailleurs, pour ceux qui répondent, vous passez ça. Hop, il n'y a pas la partie expérimentation. T'as vu, je suis sympa, je le mets directement sur la table. Dans ce cas-là, si on considère qu'un magicien fait des expériences en public, d'ailleurs ils appellent ça souvent des expérimentations, un magicien qui va te raconter strictement n'importe quoi fait-il pour autant de la science? Donc, est-ce que l'expérience est garante du fait que ce qu'on fait est de la science? Bah, ça dépend aussi des questions qu'on se pose. Enfin, C'est-à-dire? ça veut dire quand on fait une expérience, c'est qu'on a une hypothèse derrière, on veut la tester. Et c'est pour ça qu'on fait l'expérience en fait. Enfin, Donc par exemple, si je te dis, je voudrais tester de voir si j'arrive à faire voler des objets en me concentrant super fort avec un morceau de papier qui traîne sur la table, genre, hop, tu prends un bout de papier qui traîne sur la table, tu le chopes à l'arrache, tu vois. Mon test, ça va être de voir si un objet ça vole sans aucun souci pendant que tu es là. Donc ça, c'est mon protocole et c'est mon hypothèse de base. Tu vois, je me suis posé des questions, etc. Je me rends compte que oui, un objet ça vole sans aucun souci quand on est là au milieu de la salle. Est-ce que c'est de la science? non, parce qu'on n'a pas vérifié s'il y avait des trucages. Vérifie. C'est juste que je ne le vois pas, mais... Dans ce cas-là, fais-le. Fais voler mon objet. Pose ton micro, fais-le. Je peux pas le faire, Pourquoi? parce que je sais que c'est impossible. Bilan, quel est le problème? Alors là, pour l'info, je me mets dans un cadre où je suis malveillant. Par contre, il y a des gens qui pourraient faire ce que je fais de façon sincère et non malveillante. Je suis obligé, moi, de me mettre dans ce cadre-là pour pouvoir vous le faire vivre. Mais par contre, il y a des gens qui vont vous raconter quelque chose qui peut être totalement faux et qui soit d'extrêmement bonne foi. Si on prend par exemple le cas des gens qui voient des UFO, il y a des gens qui sont très sérieux, qui sont persuadés de ce qu'ils ont vu. Des gens qui voient des ovnis, ça peut être totalement faux ou pas, moi je ne suis pas là sur le moment, et les gens ne sont pas forcément malveillants quand ils vous le disent. Par contre, la question de savoir si l'information est véridique, scientifique ou non, se pose exactement comme ici. Là, clairement, j'y ai mis moi un jeu pour pouvoir me permettre de rentrer là-dedans, mais dans le cas courant quotidien, ce n'est pas forcément le cas. Bilan, c'est quoi la science? Ce qui est sympa, c'est que là, on a des chercheurs dans la salle aussi en plus. Est-ce que c'est tout le temps la même chose? Est-ce qu'il y a juste une façon de voir la science? Ou est-ce qu'on peut en avoir plusieurs? Ça, c'est une C'est bonne une très question. bonne question. Donc, dans ce cas-là, moi, ce qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est la science selon Popper. La définition de Karl Popper. Ok, déjà, ça, c'est pas mal. Vous le reproductif validé par les pairs, c'est super, mais il manque un truc super important. Par exemple, on va imaginer, je vais parler un petit peu religion. Si je vous dis deux phrases, je vais vous dire deux phrases. Il y en a une scientifique, l'autre pas. Les deux phrases sont fausses. Bonjour, je m'appelle Fabien, je suis Dieu. Phrase 1. On est d'accord qu'elle est fausse. Phrase 2. Bonjour, je m'appelle André, je suis habillé en rose à pois vert avec des bottes. Laquelle des deux est scientifique, laquelle ne l'est pas? On est d'accord que les deux phrases sont fausses. La question ne se pose pas sur leur véracité. Laquelle des deux est une base scientifique? Ok, donc ça veut dire que sur la première, si tu peux le prouver, ça veut dire que tu es capable de mettre en place un protocole expérimental te permettant Réfuter. d'apporter des preuves qui peuvent soit conforter ma théorie que je suis habillé en rose, je ne sais plus quelle couleur, avec des bottes, soit de la réfuter. Ok, donc tu es capable de mettre en place une expérience permettant de réfuter. Si je dis bonjour, je m'appelle Fabien, je suis Dieu, on est bien d'accord que quoi que tu me dises, je pourrais te trouver quelque chose ou une explication ou autre qui t'empêchera de prouver quoi que je suis Dieu ou quoi que je ne suis pas Dieu. Donc la question de la science aujourd'hui, c'est la question de est scientifique une théorie sur laquelle, ou un modèle ou autre, on peut essayer de mettre en place des protocoles expérimentaux afin de confirmer des résultats ou afin de infirmer des résultats. Ok? Mais on pourrait aussi avec Dieu, si on définit déjà Dieu, Ok. c'est pas impossible. Définit Dieu, prouve que je ne suis pas Dieu. Pour info, aujourd'hui, sans déconner, il y a encore des primes qui se donnent aux États-Unis pour les gens qui apporteraient une preuve de l'existence ou de l'inexistence de Dieu. Ça se compte en centaines de millions de dollars, on fait mythe. Vas-y. Mais par contre, que tu t'appelles Fabien, on peut le prouver. Ça, oui. Mais que je suis Dieu, on ne peut pas le prouver. Si on définit Dieu comme étant toute personne qui aurait... Qui s'appelle Fabien. Avec ma définition... Je ne l'ai pas entendu jusqu'au bout, j'ai eu une bêtise qui m'a déconcentré. Une meilleure Je l'ai plus définition. recommencé. Si on définit Dieu comme étant toute personne qui a plus confiance en elle que la moyenne, statistiquement, il y a à peu près la moitié des humains qui sont... Ok. Mais dans ce cas-là, tu sors de la définition classique que tu peux trouver dans un Larousse. Si tu prends une définition que tu trouves dans un Larousse, tu vas trouver des définitions qui correspondent aux déités
qui sont souvent des personnes qui vivent dans un autre... Alors attention, je vais faire de l'ésotérique dans d'autres plans, avec probablement des pouvoirs ou des aptitudes que les gens classiques, donc nous, n'ont pas. Là, c'est ce que tu vas tomber si tu commences à chercher, et généralement des gens qui sont vénérés, ou pas. Et là, si on commence à parler pouvoir, il y a toujours des choses qui permettent dans ton épée d'arriver sur un inverse. Donc pour nous, on va être scientifique, en fait, ce sur quoi on peut essayer de mettre en place des expériences, et d'essayer de prouver ou pas. Bilan, pourquoi est-ce qu'on s'est amusé à vous mentir aujourd'hui, à vous faire quelque chose qui... pourquoi est-ce qu'on vous a induit en erreur? Pourquoi est-ce qu'on vous a raconté n'importe quoi? Pour apprendre à douter aussi. Ok. Ouais. Pourquoi est-ce que c'est important de douter? C'est important de remettre en question les théories actuelles, Ouais. les modèles qu'on a, pour essayer justement d'en développer des nouveaux qui sont plus proches de la réalité. La science, c'est ça, c'est d'essayer de mettre des modèles sur l'univers, sur ce qu'on voit. Et en réfutant les modèles actuels, on peut préciser sur nos théories. Ça, du point de vue le plus scientifiquement parlant, tout à fait. Si tu te places dans la peau de monsieur et madame lambda, à l'inverse, alors là, toi, en tant que scientifique, ça marche très bien. Et si tu es monsieur et madame normal, à quoi ça sert dans ce cas-là? Pour éviter aux gens de se faire enfumer des fois par des théories sorties d'un peu nulle part, mais qui n'arrivent pas à réfuter pour des raisons comme là, nous, en vrai, on s'est fait avoir comme des bleus parce que une pseudo-explication nous semblait à peu près crédible et on n'a pas cherché plus loin. Ok, mais dans ce cas-là, en tant que scientifique, il y a une vraie question, et là, ça va être une question ouverte sur laquelle je n'ai pas de réponse. Et ça va m'intéresser. Toi, tu bosses en quoi en sciences? Vers quoi tu aimerais aller? Plutôt la physico-chimie des matériaux. Physico-chimie des matériaux. Donc, on va dire que tu es une bille en neurologie. Sans méchanceté aucune. À peu près, ouais. Ok. Donc, s'il y a deux personnes qui viennent te voir avec deux théories qui sont totalement contraires, deux neurobiologistes, comment tu fais pour décider en quoi tu crois? Déjà, comme j'essaie de regarder et de comprendre, ensuite je vais voir ce qui s'est fait dans d'autres ouvrages, et sinon je demanderai l'avis à d'autres neurobiologistes, et puis au final, je me fierai au plus grand nombre, jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à preuve que l'une ou l'autre des théories est fausse. Ok, et si on se place à la place de monsieur lambda, qu'est-ce qu'on fait quand la personne la plus populaire qui est invitée sur TF1 s'appelle monsieur et madame Bogdanov? Non, c'est une vraie question, et qu'ils ont des doctorats techniquement. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on applique son esprit critique? Ouais, on a une question de confiance, une question de croyance, et la vraie question qui va se poser au final, et sur laquelle je n'ai pas de réponse réelle, vaut-il mieux croire qu'on sait ou savoir qu'on croit? Parce qu'au final, même si on regarde la science, on est basé sur des paradigmes, on est basé sur plein de choses. Il y a plein de choses qu'on pense, par exemple, moi je suis persuadé que la neurobiologie et que la médecine sont des sciences qui s'appliquent et qui marchent tous les jours. Je suis persuadé de plein de choses sur les cristaux liquides. Par contre, j'y connais que dalle. J'ai des preuves qui me semblent plus ou moins tangibles, comme le téléphone portable qu'on voit là, qui fonctionne avec des cristaux liquides, mais sur apporter une preuve sur la chose ou mettre en place moi-même un protocole, j'en suis pas capable. Donc au final, la vraie question, c'est suis-je un croyant scientifique? Et c'est à ça que je ne vais pas avoir de réponse. Sur ce, je crois qu'on va essayer de faire un peu d'échange ensemble. On vous remercie à tous de nous avoir écoutés. Et on vous écoute. Merci à vous aussi.